En 1995, l'agent de la DEA, Mark Vega, a quitté son bureau d'El Paso pour une opération sous couverture et n'a plus jamais été revu. Les enquêteurs ont lancé une vaste chasse à l'homme, mais n'ont rien trouvé, le qualifiant officiellement de déserteur ayant trahi son pays. Puis, 8 ans plus tard, le fils d'un éleveur est tombé sur quelque chose enfoui dans un ravin. Ce que les enquêteurs allaient découvrir exposerait une conspiration du silence qui remontait au plus haut niveau des forces de l'ordre et prouverait que certains secrets valent la peine qu'on tue pour les protéger. Les bottes des Libaneurs glissèrent sur le gravier meuble, alors que le lièvre disparaissait dans un enchevêtrement de mesquites. La queue blanche du lapin scintilla entre les épines, le menant plus profondément dans l'arroyau qui traversait leur range comme une cicatrice. Élie ne s'était encore jamais aventuré aussi loin à l'est. Le ravin serpentait et se resserrait, ses parois s'élevant de plus en plus à chaque pas, jusqu'à ce que le soleil texan ne soit plus qu'une bande lumineuse au-dessus de sa tête. Il s'arrêta, tendant l'oreille. Aucun bruissement, aucun bruit sourd de pattes sur la terre battue, juste le souffle du vent dans l'herbe sèche et le meuglement lointain du bétail. C'est alors que la lumière l'accrocha. Une bande de chrome, longue d'environ 15 centimètres, dépassait de la terre à un angle étrange. Élie s'agenouilla et écarta la terre meuble avec la paume de sa main. Plus de métal apparut, de la peinture noire, ou ce qu'il en restait après des années d'enfouissement. Il se mit à creuser plus vite, utilisant son couteau de poche pour gratter la terre durcie. Le pare-choc se révéla centimètre par centimètre, le support de plaques d'immatriculation, les feux arrière, leur plastique rouge craquelé et blanchi par le temps. Ce n'était pas un simple morceau de matériel agricole abandonné. C'était une voiture entière, enterrée au milieu de nulle part. Les mains d'Élie tremblaient alors qu'il dégageait davantage de terre sur ce qui s'avérait être l'aile arrière. La peinture noire transparaissait sous la rouille et les taches, une moulure chromée longeait le flanc. Il avait vu assez de voitures anciennes à la foire du comté pour reconnaître le style. Celle-ci venait des années 80, peut-être du début des années 90. Son téléphone ne captait aucun signal aussi loin dans l'arroyo. Il marqua donc l'endroit avec son bandana rouge noué à une branche de mesquite et courut les 3 kilomètres jusqu'à la maison. « Papa, faut que tu vois ça. » Tom Banner leva les yeux du moteur de tracteur sur lequel il pestait depuis une bonne heure. « À moins que t'aies trouvé de l'or, je veux rien entendre. Il y a une voiture enterrée dans le ravin à l'est. Une vraie voiture, papa. Elle est là depuis des années. » La clé anglaise dans la main de Tom s'immobilisa. Il observe le visage de son fils, strié de saleté, les yeux brillants de découverte. « Montre-moi. » Le trajet jusqu'au ravin prit 5 minutes en pick-up, cahotant sur les grilles à bétail et contournant les ravines. Tom coupa le moteur et ils parcoururent les derniers 100 mètres en silence. « Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, » dit Tom, sa voix lourde de l'expérience d'un homme qui savait reconnaître les ennuis. « Tu crois qu'elle est enterrée profond ?» demanda Élie. « Assez profond, » répondit Tom, désignant la terre remuée par son fils. « On voit une partie du coffre. On appelle le shérif dès qu'on rentre à la maison. Qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé? Qui enterre une voiture? Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on la retrouve. Le shérif d'El Haraway arriva 3 heures plus tard avec 2 adjoints et une pelleteuse datant d'un autre âge. Le soir venu, ils avaient extrait une Buick Regal noire de 1984 d'une sorte de tombe soigneusement aménagée. La voiture reposait dans la lumière mourante comme une accusation silencieuse. Des impacts de balles étoilaient de la vitre du conducteur et transperçaient les portières. Du sang, devenu couleur rouille, maculait le siège banquette et les tapis de sol. Dans la boîte à gants, un badge fédéral. Agent spécial Mark Vega, Administration de contrôle des drogues, DEA. Haraway leva le badge sous le faisceau de sa lampe torche. Ses gros doigts le tournaient comme s'il examinait un billet contrefait. Je me souviens de ce type. Il a disparu en 95. Les fédéraux ont retourné tout le comté pour le retrouver. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Tom, resté à distance, comme si le simple fait d'approcher la voiture pouvait l'impliquer. « D'après ce que j'ai su, il s'est juste volatilisé. Pas de traces, pas d'indices, rien. Évidemment, la DEA a débarqué plus vite que des vautours sur une carcasse. Ils ont repris l'enquête en main. Ils disaient que ça faisait partie d'une opération plus vaste. Trop haut pour nous, qu'ils disaient.
La radio du shérif grésilla. Il écouta la voix de la standardiste, puis répondit dans le micro. Dites-lui qu'on a retrouvé la voiture de Vega. Ouais, l'agent de la DEA a disparu en 95. Et qu'il appelle les fédéraux, c'est leur problème maintenant. Le bâtiment fédéral d'El Paso bourdonnait de l'énergie propre aux bureaucraties qu'on dérange dans leur routine. L'agent spécial Danny Reich était assise dans la salle de conférence du 3e étage, regardant le directeur adjoint Morrison feuilleter des dossiers qui auraient dû rester enterrés avec la voiture de Mark Vega. Ceci est un réexamen de dossiers classés. Rien de plus, agent Reich, déclara Morrison d'un ton sans appel, habitué à ce qu'on ne remette pas ses décisions en question. Le bureau veut un regard neuf sur les preuves. Rédigez votre rapport, classez-le et passez à autre chose. Danny étudiait les photos éparpillées sur la table de conférence. Des clichés de la scène de crime montrant la Buick Regal et le badge qui avait survécu à 8 ans d'ensevelissement. Le badge de Mark. Elle l'avait vu l'épingler à sa veste chaque matin durant les 6 mois qu'ils avaient travaillé ensemble. « Et l'enquête d'origine » demanda-t-elle. « Le dossier est classifié au-delà de votre niveau d'accréditation. » Morrison referma le dossier cartonné avec le claquement sec d'un homme qui met fin à une conversation. L'opération à laquelle participait l'agent Vega croisait d'autres initiatives fédérales en cours. Certains secrets doivent rester secrets, même pour nous. Les mots frappèrent Danny comme une gifle. Elle travaillait à la DEA depuis 12 ans, avait gagné son accréditation par son professionnalisme et sa rigueur, et Morrison la traitait comme une recrue sortie tout juste de Quantico. « Monsieur, avec tout le respect dû, comment suis-je censé mener un examen sérieux si... » « Vous devez vous intéresser à la voiture, agent Reich, à l'endroit où elle avait été trouvée, comment elle y est arrivée, ce que les preuves physiques révèlent, pas remettre en cause une enquête conclue il y a 8 ans. » Morrison se leva, signifiant la fin de l'entretien. « Une dernière chose. » Il s'arrêta à la porte. « Il y a des opérations en cours dans ce secteur, des opérations délicates. Votre enquête ne doit pas interférer avec les initiatives fédérales actuelles dans la région. Suis-je clair? Cristallin. Bien. Vous avez 2 semaines pour rendre votre rapport. Soyez concise, soyez propre et ne réveillez pas les fantômes. » La porte se referma avec le clic discret du pouvoir exercé. Pourquoi Morrison veut-il que Danny boucle si rapidement l'enquête? Cache-t-il quelque chose? Commentez ci-dessous. Que s'est-il vraiment passé avec Mark Vega? A-t-il trahi son insigne? Aimez cette vidéo et restez avec nous pour le découvrir. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez aujourd'hui. Elle avait travaillé avec Mark Vega à l'été 1994, 6 mois avant sa disparition. Il lui avait été assigné comme instructeur pour les opérations sous couverture. Et malgré leurs 12 ans de différence, ils avaient développé cette complicité propre aux agents qui comprennent les gestes de l'autre. Il l'avait toujours traitée comme la petite sœur qu'il n'avait jamais eue. Il lui avait appris à lire une pièce, à se fondre dans le décor, à détecter les signes subtils d'une opération qui tourne mal. La dernière fois qu'elle l'avait vu, Mark était inquiet. Très inquiet de quelque chose dont il ne pouvait ou ne voulait pas parler. « Il y a quelque chose de sale ici », lui avait-il dit. « Ça va bien plus loin que ce qu'on imagine. » 3 jours plus tard, il disparaissait. Mais les fantômes, Danny le savait, sont difficiles à enterrer. Surtout ceux qui portent un badge fédéral et savent où les corps sont cachés. Elle rejoignit son bureau. Les autres agents évitaient soigneusement son regard. Signe qu'on leur avait dit de ne pas se mêler de cette affaire. Un mot était scotché à son écran. « Essaye de ne pas disparaître ». Elle le froissa et le jeta à la poubelle, puis alluma son ordinateur et commença à rédiger une demande d'accès au dossier. Morrison lui avait donné 2 semaines pour rendre un rapport simple et propre. Mais il n'avait rien dit sur la manière dont elle devait mener son enquête. Le trajet jusqu'à la maison de Marisol Vega prit 1 heure. Depuis la disparition de Mark, Marisol avait déménagé 3 fois, chaque fois un peu plus loin du bâtiment fédéral. Chaque matin, Danny garait sa voiture derrière une vieille Honda Civic et marchait vers la porte, consciente qu'elle franchissait la limite entre l'enquête officielle et quelque chose de bien plus personnel. Marisol ouvrit la porte avant même que Danny ne frappe, comme si elle l'attendait. 8 ans avaient ajouté des mèches grises à ses cheveux noirs et des rides à son regard sombre, mais elle gardait la même dignité discrète. « Agent Reich, dit-elle sans hostilité mais sans chaleur non plus. J'ai entendu dire qu'ils avaient retrouvé sa voiture, dit Marisol. Je peux entrer? Elle hocha la tête et la conduisit au salon.
Danny nota les détails. Verrou intérieur sur les portes, rideaux fermés malgré l'heure, une batte de baseball à portée de main. Café demanda Marisol. Oui, merci. Elle revint avec 2 tasses de café noir. Danny regarda les photos sur la cheminée. Marc lors de sa remise de diplôme à l'académie, leur mariage, lui tenant un bébé dans les bras. Votre fille? À l'entraînement de foot. Elle revient dans 1 heure. Je préfère avoir ces conversations quand elle n'est pas là. Elle pose trop de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Que vous souvenez-vous des jours précédant la disparition de Marc? Marisol eut un rire sans joie. J'ai déjà répondu à cette question à chaque agent, détective ou enquêteur privé qui a franchi cette porte ces 8 dernières années. La réponse n'a pas changé. Faites comme si c'était la première fois. Il était préoccupé, plus que jamais. Il ne parlait plus de ses affaires. Il fouillait la voiture chaque jour, sous le capot, sous le châssis, comme s'il craignait d'être surveillé. Il disait qu'il y avait une fuite, que quelqu'un de haut placé transmettait des infos aux criminels qu'il devait arrêter. Mais quand je lui demandais qui, il répondait « Moins tu en sais, mieux c'est ». A-t-il laissé quoi que ce soit? Documents? Enregistrements? L'FBI, la DEA, la police locale m'ont tous posé cette question. J'ai tout donné. Son bureau, son ordinateur. Ils ont tout pris, soi-disant pour l'enquête. C'était il y a 8 ans. Depuis, silence total. Le ton de Marisol était tranchant. Danny reconnut la colère de ceux à qui on avait promis justice, mais qu'on avait laissés seuls. « Je veux découvrir ce qui lui est arrivé, » dit Danny. « Vraiment? Ou êtes-vous là pour écrire un énième rapport justifiant pourquoi l'affaire doit rester classifiée? Pourquoi ma fille ne saura jamais ce qui est arrivé à son père? » Danny encaissa la remarque. « Marc était mon instructeur, » dit-elle doucement. « Il m'a appris à faire ce travail, et je n'ai jamais cru qu'il avait trahi. Pas une seconde. Quoi qu'il se soit passé, ce n'est pas parce qu'il a tourné le dos à son badge. C'était un des bons. Les bons ne gagnent pas toujours, agent Reich. Non, mais parfois, ils obtiennent justice. Le laboratoire médico-légal occupait le sous-sol du bâtiment fédéral. Ses néons rendaient tout froid et impersonnel. Le docteur Sarah Mahon leva les yeux de son écran à l'approche de Danny, l'air épuisé. « J'ai les résultats sanguins de la voiture de Vega, » dit-elle sans détour. « Tu ne vas pas aimer. » Danny s'assit à côté d'elle. Plusieurs écrans affichaient des tableaux d'ADN et des graphiques. Des marqueurs génétiques familiers remplissaient l'espace comme une œuvre d'art scientifique. Le sang sur le siège passager ne correspond pas à l'ADN de Marc Vega. Les mots frappèrent Danny de plein fouet. Elle s'était préparée à la confirmation de la mort de Marc, prête à découvrir pourquoi et comment. Mais cette révélation changeait tout. Et si Marc n'était jamais mort dans cette voiture? Il était plus qu'un collègue pour elle. Il l'avait prise comme la petite sœur qu'il n'avait jamais eue. Il lui avait enseigné à lire une pièce, à se fondre dans l'ombre, à repérer les signes avant-coureurs d'un coup qui dérape. Lors de leur ultime conversation, Marc était visiblement tourmenté. « Il y a du sale ici, ça va beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. » 3 jours plus tard, il avait disparu. Au laboratoire, le docteur Mahon confirma sa certitude. Le sang retrouvé dans la Buick n'était pas celui de Marc Vega, mais d'un homme inconnu, âgé de 25 à 40 ans. Aucune correspondance dans les bases fédérales, militaires ou administratives. Soit cette personne évitait soigneusement tout enregistrement, soit elle était étrangère. Mieux encore, la répartition du sang sur la portière et la vitre témoignait d'un combat défensif. Ce n'était pas un simple assassinat, mais une lutte. Des empreintes partielles sur le volant et le levier de vitesse, trop effacées pour comparaison, n'apportaient rien de concluant. En fouillant la roue de secours, Mahon avait déniché une carte syndicale. International Association of Mechanics and Related Workers, section 247 de Juarez, au nom de Roberto Sandoval, émise en mars 1994, cotisation arrêtée en août 1995, soit 3 mois après la disparition de Vega. D'après les fichiers de la douane et de la frontière, Sandoval franchissait régulièrement la frontière entre 1993 et 1995, sous contrôle, pour travailler chez Guerrero Automotive à Juarez, une couverture connue de la DEA pour servir d'antenne à des opérations illégales. Au département des archives, l'agent Maurice expliqua que tous les dossiers de l'affaire avaient été reclassés secret défense
dès août 1995, sur ordre du directeur adjoint Morrison et du comité du renseignement, pour ne pas interférer avec une enquête nationale en cours. Le classement ne pouvait être contourné qu'après 8 à 12 mois de procédure devant l'inspection générale. Selon le service du personnel, Mark Vega n'avait jamais été déclaré disparu. Il était simplement en mission temporaire, lieu classifié, ce qui invalidait toute enquête officielle sur son sort. De retour à son véhicule, Danny reçut un appel de Mahon. Des analyses chimiques révélaient, dans l'échantillon sanguin, des traces de cocaïne, de méthamphétamine et d'un médicament antituberculeux rarement prescrit aux États-Unis, suggérant un patient étranger ou traité hors du système de santé américain. Son victime n'était donc pas seulement un kidam, c'était un individu opérant hors des circuits officiels, peut-être un trafiquant ou un immigrant clandestin usagé de drogue. Au volant, Danny repensa au conseil de Marc. Suppose toujours qu'on t'observe, suppose qu'on en sache plus que toi, et sache que le type le plus dangereux n'est pas celui qu'on soupçonne, mais celui qu'on croit infaillible. 8 ans plus tard, elle commençait à comprendre l'étendue de son apprentissage. Il avait la voix rauque d'un fumeur invétéré. « Agent Reich, dit-il, vous m'avez appelé pour la voiture de Vega. » Jill Tanner avait passé 32 ans aux douanes du Pont des Amériques, assez pour voir le pire. Je me souviens de beaucoup de choses à propos de 1995, surtout de cet incident. 2 jours après la disparition de Vega, une Buick Regal noire est passée en sens inverse, le 15 octobre 1995. Plaque diplomatique, code DEA, papiers en règle, mais quelque chose clochait. Danny l'interrogea. « Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ?» Gilles but une gorgée. Le conducteur, un jeune Mexicain d'environ 25 ans, tremblait comme s'il trafiquait des explosifs. Le passager, blanc, quarantaine grisonnante, portait un badge fédéral. Il sortit un carnet jauni. Noté, Manuel Santos, DOB 3 décembre 70, et l'agent au badge numéro 4 1517, code Opération Phoenix. Opération classée DEA, traversée autorisée par Washington. J'en ai informé ma hiérarchie. Mon rapport a disparu en une nuit, transféré aux fédéraux. « Pourquoi s'en prendre à cela ?» demanda Danny. « C'était une opération de nettoyage. On enterre les traces d'une affaire qui a mal tourné. Quand tout paraît irréprochable, méfiez-vous. » De retour au bureau, Danny reçut un appel de Morrison. « Entrez, agent Reich. Il paraît que vous menez des entretiens non autorisés. Vous m'avez affecté à la révision du dossier Vega, monsieur. » Révision, pas investigation. Certaines circonstances de la disparition d'agent Vega touchent à des opérations classifiées. Pas de témoins à interroger, pas d'archives à consulter. Votre rôle, confirmer que les preuves matérielles sont cohérentes avec les conclusions de 1995. Danny osa. Quelles étaient ces conclusions? Morrison ouvrit un dossier qu'il tint à l'écart. L'agent Vega a été tué en service lors d'une opération classifiée. Sa mort, tragique mais prévisible. Le dossier reste secret pour protéger des initiatives fédérales et la sécurité de nos agents. Les analyses montrent pourtant que le sang dans la voiture n'est pas celui de Vega, rétorqua Danny, consciente qu'il savait déjà et ne voulait pas le dire. Il s'est engagé dans une altercation violente. D'autres ont été blessés ou tués. Les éléments confirment qu'il a péri en protégeant l'opération. Où est son corps? Classifié, agent Reich. Face au mur bureaucratique, Danny comprit que certaines vérités, même pour les bons, restaient trop dangereuses pour émerger. Il y avait quelque chose de pourri dans l'affaire Vega. Le système de classification n'avait pas seulement enseveli ses dossiers, mais toute enquête sérieuse sur sa disparition. Debout devant la porte de Morrison, Danny se justifia. « Monsieur, je connaissais Mark Vega. Il n'aurait jamais disparu sans laisser de traces, à moins que son opération ne tourne vraiment mal. » « C'était un excellent agent, Danny, » répondit Morrison. « Les bons agents tombent parfois dans de mauvaises affaires. C'est le risque du métier. » Danny quitta son bureau plus convaincu que jamais. Elle déterrerait la vérité. En arrivant chez elle, le téléphone affichait le numéro de Marisol Vega. « Agent Reich, il faut qu'on se voie ce soir. Marc m'a laissé quelque chose avant de disparaître. » Elles convinrent de se retrouver dans un café discret. Marisol, méfiante, posa devant Danny un petit sac en papier. « Je ne vous ai pas fait confiance tout de suite, mais vous avez prouvé votre valeur. Écoutez ça.
Elle en tira un micro-magnétophone. Marc l'avait caché dans un vieux coffret à musique 3 jours avant sa disparition. Dans l'appartement de Danny, le cœur battant, elle appuya sur Play. La voix de Marc, étouffée, s'éleva. Si vous entendez ça, c'est que quelque chose m'est arrivé. Cette bande peut me coûter la vie. J'infiltre depuis 8 mois le réseau Guerrero, officiellement pour démanteler le trafic. Officieusement, quelqu'un dans la hiérarchie DEA utilise cette couverture pour gérer lui-même la drogue. Il laisse passer certains convois contre informations sur les rivaux et touche des pots de vin colossaux. J'ai noté date, quantité, bénéficiaires locaux et fédéraux, mais j'ignore jusqu'où ça va. Je ne peux faire confiance à personne. Si cette bande est découverte, dites à Marisol que je l'aime, à Maria que son père a combattu pour la justice. Et vous, soyez prudente. Le plus dangereux, c'est celui qu'on croit intouchable. Le clic de fin de bande retentit, laissant Danny face à ses craintes. Son portable sonna. Jill Tanner. Sortez d'où vous êtes. Ordre de mission. Recherche non autorisée. On vous désigne agent DEA renégat. Qui ça? Signé Morrison en personne. Acculée, elle rassembla affaires, argent, son arme et le micro-magnétophone. Éteignant les lumières, elle quitta furtivement l'appartement, prête à se fondre dans la nuit d'El Paso. Dans un motel glauque, portant odeur de désinfectant et de tabac, elle étala sur la table son dossier. Photos, notes, chronologie. Elle chercha dans la base de données le badge numéro 4, 1517, attribué à James Morrison lui-même, le directeur adjoint de la DEA. Le piège se refermait. Lui seul pouvait faire classer tous les rapports, contrôler l'enquête et maintenant la faire taire. Son portable vibra à nouveau. Un SMS anonyme. Chambre 247, Sunset Motel. Vous avez 30 minutes. La traque pour la vérité devenait une lutte pour sa survie. Son sang se glaça. Elle saisit son arme de service sur la table de chevet et se dirigea vers la fenêtre, scrutant le parking. Tout semblait normal, mais avec la DEA, normal pouvait être un piège. Un léger coup résonna à la porte. Danny frissonna, arma son pistolet et ouvrit, la chaîne encore accrochée. Marisol Vega se tenait là. « Ne tire pas, il faut qu'on parle. » Danny la fit entrer et vérifia encore une fois le parking avant de refermer la porte. « Comment m'as-tu trouvé » demanda Danny méfiante. « Je t'ai suivi depuis le café. Je devais savoir si tu voulais vraiment démasquer l'assassin de Marc et non défendre une autre opération. » Marisol posa un dossier sur la table. Coupure de presse, avis de décès, signalement de disparition depuis 1991. L'agent Carlos Mendez avait disparu en 1993. L'agent Sarah Kim avait trouvé la mort dans un accident en 1994, alors qu'elle enquêtait sur la corruption frontalière. L'agent Michael Torres avait été retrouvé mort dans le désert après avoir dénoncé des anomalies dans des saisies de drogue. Danny comprit qu'un schéma se dessinait. Toute enquête sérieuse aboutissait à la mort ou à la disparition de l'agent. Le téléphone de Danny sonna. Numéro direct de Morrison. Marisol la poussa à répondre, gardant la voix posée. « Agent Reich, vous devez venir immédiatement. Nous avons identifié le responsable de la mort de Vega. L'arrestation doit être coordonnée. Venez seul. » Morrison essayait de l'attirer dans un piège. Danny rassembla ses dossiers, le magnétophone de Marc et ses armes, puis quitta l'appartement en urgence. Elle rejoignit Rebecca Brown, agent du FBI, qui avait écouté la bande de Marc et compris l'ampleur de la conspiration. Des agents DEA se faisaient tuer entre eux pour protéger un réseau de trafic. Sans aveu, il n'y aurait pas d'arrestation. Dans le parking de la DEA, Danny garait sa voiture, cachant un enregistreur sous sa veste. Les lumières de L Bureau fédéral étaient allumées. Un SMS de Marisol. FBI en position, prudence. Elle entra sans frapper. Morrison était derrière son bureau, visible de toutes les issues, veste accrochée sur un fauteuil. « Merci d'être venu, » dit-il glacé. « Asseyez-vous. » Danny resta à droite, mains apparentes. « Vous avez dit que Sandival était le coupable. Or, c'était l'informateur de Marc. » Morrison plissa les yeux. Sandival était bien un cartel, mort dans la voiture de Vega après avoir livré des noms d'agents compromis. Danny sentit l'enregistreur contre sa poitrine, capturant chaque mot. Vous savez très bien que mes théories, vos opérations de nettoyage, les disparitions, les classements secrets,
C'est votre œuvre. Certains secrets valent plus que la justice. Morrison la toisa longtemps, jaugeant jusqu'où il irait pour protéger son réseau. Puis, feignant l'autorité sereine, vous avez mal compris. L'agent Vega n'a pas été tué par des agents fédéraux. Il mourut en protégeant des opérations classifiées d'une infiltration cartélisée. Le défi planait entre eux. Prouver la vérité ou disparaître comme Mark. Le sang de Danny se glaça. Elle agrippa son arme et recula vers la fenêtre, scrutant le parking à la recherche d'agents fédéraux ou de signes de surveillance. Tout semblait normal. Mais avec Morrison dans l'équation, elle savait que le danger pouvait être invisible. Alors expliquez-moi, lança-t-elle, comment la voiture de Mark s'est retrouvée enterrée dans le désert? Pourquoi le sang de Roberto Sandival s'y trouvait? Pourquoi vous avez traversé la frontière avec une immunité diplomatique 2 jours après la disparition de Mark? Le masque de Morrison se fissura. Il se pencha vers sa veste, prêt à dégainer. Vous avez mené une enquête non autorisée, accédé à des dossiers classés, interrogé des témoins protégés. Vous représentez une menace pour la sécurité nationale. Comme l'était un Mark Vega, Carlos Mendez, Sarah Kim et Michael Torres. Tous morts ou portés disparus. Morrison dégaina son arme. Danny plongea de côté alors qu'une balle fracassait la vitre. Elle riposta. Des voix hurlèrent. « FBI, lâchez votre arme !» L'agent Brown et son équipe envahirent le bureau. Morrison tira une deuxième fois, mais un tir non létal le frappa à l'épaule, le désarmant. Les agents le maîtrisèrent pendant que les secours intervenaient. « Agent Reich, tout va bien ?» demanda Brown. « Oui. L'enregistrement a tout capté. Mot pour mot. » Morrison, blessé, la fixa avec haine. « Ce n'est pas fini, Reich. Vous ignorez jusqu'où ça va. Non, je pense qu'on va le découvrir très bientôt. » Dans le hall, Marisol, entourée d'agents du FBI, pleurait de soulagement. « C'est fini. On l'a eu. Merci de ne jamais avoir douté de Mark. » Dans une salle d'interrogatoire austère, Morrison, bras en écharpe, faisait face à Danny et Brown. « Directeur Morrison, nous avons retrouvé ceci dans votre coffre personnel. » Elle posa un micro-enregistreur. Morrison resta figé. Brown appuya sur lecture. La voix de Morrison résonna, froide et calculée. L'agent Vega devient un problème. Il faut une solution définitive. Que ça ressemble à un acte du cartel. Aucune trace de l'implication fédérale. Puis un second extrait. L'agent Hendris menace notre structure. Éliminez-la. Faites disparaître l'affaire. Et un troisième. Sanchez est trop naïf. Il meurt ce soir. Morrison ne broncha pas. Quand le dernier enregistrement s'arrêta, il déclara simplement. On dirait que ma sécurité opérationnelle n'était pas parfaite. Vous admettez avoir ordonné la mort de 11 agents fédéraux? J'admets avoir dirigé une opération rentable, nécessitant l'élimination de menaces. Vega et les autres mettaient en péril des millions. J'ai pris des décisions nécessaires. Vous avez pris l'argent du cartel. C'était un modèle économique efficace. Et Mark, où est-il enterré? Sans hésiter, Morrison répondit. À environ 3 kilomètres au nord du complexe de Candelaria. Il s'est défendu. Il a tué Martinez avant que Santos et Ruiz ne l'abattent. Vous l'avez regardé mourir. J'ai coordonné les mesures de sécurité. Il allait détruire ce que nous avions mis des années à construire. En suivant les coordonnées, une équipe retrouva le corps de Vega et ceux d'autres agents disparus. Le docteur Mahon confirma. Mark avait lutté avant d'être exécuté. Grâce aux aveux de Morrison, 37 arrestations eurent lieu dans diverses agences, révélant un vaste réseau de corruption ayant perduré près de 10 ans. Le procès des États-Unis contre James Morrison marqua à jamais l'histoire du tribunal fédéral d'El Paso. 3 mois de témoignages avaient révélé l'ampleur d'un complot ayant corrompu les forces fédérales pendant 30 ans. Des agents avaient été éliminés pour avoir découvert la vérité, tandis que des responsables profitaient du trafic transfrontalier sous protection officielle. Danny était assise dans la salle du tribunal lorsque James Morrison fut condamné à 11 peines de prison à vie pour les meurtres d'agents fédéraux. La voix du juge résonnait, lourde de l'autorité fédérale enfin tournée vers la justice. Le tribunal reconnaît que l'accusé a abusé de sa position pour ordonner l'élimination d'agents menaçant de dévoiler son réseau criminel. Ces actes n'ont jamais protégé la sécurité nationale. Ce sont des assassinats commis pour préserver un profit personnel et une corruption institutionnelle.
Derrière elle, Marisol Vega tenait la main de sa fille. Maria, 16 ans désormais, comprenait que son père était mort en combattant la corruption et pouvait être fière de son sacrifice. Mais le témoignage le plus fort venait de Marc lui-même, grâce à l'enregistrement audio retrouvé après sa disparition. Après le procès, Danny accompagna Marisol et Maria à la cérémonie organisée dans le bâtiment fédéral. Le nom de Marc-Anthony Vega fut ajouté au mur du souvenir, parmi ceux des agents morts en service. Marisol essuya ses larmes, non pas de chagrin, mais de soulagement. Il aurait été fier, dit-elle à Danny. Fier d'avoir aidé à faire tomber ce réseau, fier que d'autres familles aient enfin des réponses. Quand la foule se dispersa, Danny resta seule face au mur. Elle contempla les noms de ceux qui avaient payé de leur vie leur intégrité. À côté du nom de Marc, on avait accroché son insigne. Abîmé mais intact après 8 années sous terre, il brillait à la lumière du hall comme une promesse que la justice, bien qu'oubliée, finit toujours par triompher. Agent Reich, lui dit-on, la DEA vous propose le poste de directrice adjointe, avec la mission de superviser les réformes. Ils veulent quelqu'un d'intègre pour restaurer la confiance. Danny contempla les lieux où elle avait presque perdu la vie, mais aussi trouvé la vérité. « Je vais y réfléchir », répondit-elle. Elle se rendit ensuite au cimetière. Marisol et Maria étaient déjà là, déposant des fleurs sur la tombe de Marc. Elles pouvaient enfin faire leur deuil en paix. « Agent Reich, dit Maria, merci d'avoir découvert la vérité. Merci de montrer que mon père faisait partie des bons. » Danny s'agenouilla et posa son propre hommage sur la pierre. Son insigne, symbole d'autorité et de justice. « Ce n'est pas une démission, dit-elle à Marisol. C'est une promesse, que son sacrifice inspirera ceux qui se battent pour l'intégrité, que le badge signifie encore quelque chose, que les bons agents ne disparaissent pas face à la corruption. Ils l'exposent, quoi qu'il en coûte. » Le soleil d'El Paso se couchait sur les montagnes Franklin, baignant le paysage d'or et de violet. L'histoire de Marc Vega s'achevait là où elle avait commencé, avec un agent déterminé à dire la vérité dans un territoire où les mensonges prospéraient entre deux nations. Et cette fois, les justes avaient gagné.